Chers amis du PP, je ne pensais pas vous revoir aussi vite, c'est mes années de folie. Alors on va faire des folies. Dans la vidéo précédente, j'évoquais un peu ma réflexion en me disant que le potager du paresseux a l'avantage d'être flexible. Il a un autre avantage, vu qu'on fait très peu de travail, on ne risque pas grand-chose en essayant de faire des essais. Des essais, on tente. Là, il fait quelque chose comme 15-16 degrés dehors. C'est annoncé pour durer à peu près toute la semaine. Il gèle la nuit, -2, -3 le matin. Mais donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mis les portes à la serre. Et d'ailleurs, il faut que je m'y adapte parce que je suis en train de cuire un peu. Et donc, je me suis dit, je vais tenter un semis de différentes variétés dites ou précoces ou résistantes de diverses laitues. Vous savez que je suis un grand crudivore, donc un grand mangeur de salades de toutes sortes. Et donc, je suis toujours à l'affût de cultures précoces pour satisfaire cet appétit particulier. Ce qui montre au passage que nous faisons partie de nos potagers, nous leur imposons en quelque sorte nos goûts. Quelqu'un qui n'aime pas les salades ne va pas se fatiguer à cette époque pour avoir des salades juste pour les prendre en photo ou pour les prendre en vidéo. Ça n'aurait pas de sens. Donc j'ai commencé hier par tracer 3 sillons que vous voyez ici. Donc toujours avec cette débroussailleuse, vu que je me fais vieux et que j'ai mal à l'épaule et que j'ai mal partout. Donc débroussailleuse, dont je rappelle que sa tête ici, équipée de cette lame, a simplement été tournée de 90 degrés par rapport à la position normale avec laquelle on débroussaille. Ce qui me permet de tracer 2 sillons parallèles, d'enlever le foin, et puis ensuite je gratte avec, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, ma petite grattette, elle doit être là derrière. Oui, elle traîne là. Donc avec cette petite gratouille à 3 dents, je gratte une première fois, je sème dedans et je gratte une deuxième fois pour mélanger les semences avec le sol. Donc voilà comment je procède. Alors j'ai là à l'essai 3 variétés. Alors j'aurais dû prendre mon cahier, je me souviens déjà plus ce que j'ai semé. Je vous l'incrusterai donc en écran bleu au cœur de cette vidéo dans l'ordre, en commençant par la rangée du bas, la rangée du milieu, la rangée du haut. Je vais en rajouter une parce que ce matin, j'ai trouvé tout à fait par hasard dans le rayon jardinage d'une petite surface de bricolage, l'une des laitues qui est donnée comme étant la plus précoce. Elle s'appelle GOTE, G-O-2-T-E, jaune d'or. Alors je vous lis ce qui a marqué là, variété au développement très rapide, donnant de belles petites salades aux feuilles jaunes dorées. La température du sol minimum est indiquée comme devant être de 10 degrés, en sachant qu'il y a beaucoup de variations sur ces tableaux, enfin beaucoup d'incertitudes sur ces tableaux des températures minimum.
tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que les laitues peuvent rester dans le sol de façon, les semences de laitue peuvent rester dans le sol de façon très très longue sans que cela ne nuise. Il existe en Alsace une tradition qui se perd, hein, et qui est peu connue, de ce qu'on appelle la laitue de Saint-Antoine. Saint-Antoine, dans le temps, était sur le calendrier, si je ne me trompe pas, le 17 janvier. Et donc, il existait chez les maraîchers alsaciens une tradition qui consistait à semer cette laitue de Saint-Antoine le 17 janvier, qu'il pleuve, qu'il neige, plus généralement dans le temps, il y avait de la neige ou le sol était gelé, on s'en fichait, on semait. Et lorsque la température remontait, la laitue levait d'elle-même, on va dire entre guillemets, au bon moment. Donc voilà. Si je parle de cette tradition, c'est qu'il faut savoir que les laitues germent, les graines de laitue germent à des températures relativement basses pour des semences et que contrairement à plein d'autres légumes, au contraire, ce sont les températures élevées du sol qui posent un problème sur énormément de variétés qui, lorsque les températures de sol dépassent une vingtaine de degrés, ne sont plus en aptitude de germer. D'où donc cette idée de commencer là. Alors, j'ai ici ces petits outils qui théoriquement est un multimètre qui donne à la fois le pH, je ne suis pas sûr que ce soit très fiable, mais en tout cas qui me donne la température. Alors hier, elle était de environ 8 degrés. Donc on était en principe en dessous des températures favorables. Et là, tout à l'heure, on était vers 17, 18 degrés. Alors j'attends que ça stabilise et puis je filmerai ça en gros plan. Donc là, en principe, on devrait être dans une situation où ces laitues germent. Bien entendu, je m'attends à ce que dans passer cette belle période, il puisse tout à fait neiger, geler. De façon réaliste, on peut même craindre qu'il y ait un coup de moins 12, moins 15 fin février en Alsace. C'est déjà arrivé, voire en mars de la neige. Donc, je vais faire en même temps un essai avec un voile de forçage, hein, ces fameux voiles P17. Ce sont un peu, alors ce ne sont pas des voiles, c'est pas du plastique qui est continu, hein. Ce sont un peu comme des feutrages qui laissent passer l'air, qui laissent passer l'eau, mais qui plaquent une couche d'air un peu plus chaud au niveau du sol. Alors, je vais faire l'essai de ce voile sur les 4 ou 5 rangées quand j'aurai fini de les semer, et très exactement, conformément à quelque chose que je n'ai encore pas assez détaillé pour vous, je fais toujours, avant de me prononcer sur l'efficacité de quelque chose, je fais toujours ce qu'on appelle un essai, toute chose égale par ailleurs, avec un témoin. Donc très exactement dans la même serre, les mêmes rangées, semées le même jour, de la même façon. À l'heure dont je vous parle, je ne sais pas encore si ce voile je le mets là ou là, avec donc les mêmes variétés. Il y avait globalement les mêmes cultures ici ou là. Je vais couvrir la moitié
avec ce voile et l'autre moitié sans le voile pour observer si les différences sont significatives ou non. J'avais mis ça dans une vidéo où je parlais du tunnel à mildiou, où je vous ai montré des tomates qui étaient abritées sous le tunnel et des pieds de tomates qui étaient en dehors de ce tunnel. Je me refuse à affirmer quelque chose dans une vidéo sans avoir de témoin. On peut raconter n'importe quelle connerie. Si on est persuadé que tel ou tel traitement est efficace, si on l'applique sur toute la culture, on sera incapable de juger. 2018, année de sécheresse, quoi que vous ayez fait, année de sécheresse ici en Alsace, à cet endroit-là, quoi que vous ayez fait ici, vous avez traité avec n'importe quoi, vous avez joué du bac, vous avez siffloté un air de Pachelbel ou je ne sais pas quoi, vous éradiquiez le mildiou pour une raison simple, il n'y a pas eu d'attaque sérieuse de mildiou l'an dernier. Donc si vous n'avez pas de témoin, vous allez faire un traitement et vous allez croire que ça marche. Et en fait, vous êtes juste un dindon qui n'a pas pris la peine de vérifier s'il y avait des attaques de mildiou. Et donc, un des principes de base de l'agronomie, c'est toujours ce qu'on appelle d'avoir un témoin, c'est-à-dire une partie de la culture qui a été mise en place dans strictement les mêmes conditions, avec les mêmes plants, les mêmes semences, au même moment, le même jour, etc. Mais seul le traitement diffère. Ici, c'est traité, là-bas, ça ne l'est pas. Ici, je veux mettre un voile, là-bas, je ne le mettrai pas. Et donc, je serai en mesure, au bout, de juger. Je vais rajouter, pour pouvoir objectiver ça un tout petit peu, j'ai ce set de 3 sondes, numérotées. Ah oui, je n'ai pas mis les bons couvercles, donc de l'arrière, ce n'est pas comme devant. Mais 1, 2, 3, elles sont strictement identiques, même si elles donnent une toute petite variation au niveau de la température. Parce à beau être de l'électronique, ne pensez pas que c'est juste au centième près. Il y a 1 ou 2 dixièmes d'écart. Mais globalement, ces sondes donc, sont liées au boîtier qui reste à la maison. Elles communiquent par ondes, donc je vais me bouffer des ondes et je vais sûrement attraper un cancer du cerveau à cause de ces ondes. Mais pour la science, que ne ferait-on pas? J'aurai ce qui m'intéresse le plus, les minimums. Donc tous les matins, en prenant mon café, je vais relever le minimum de la sonde 1 qui sera sous le voile, le minimum enregistré par la sonde 2 qui sera hors voile mais dans la serre et la sonde 3 qui sera à l'extérieur de la serre, au ras du sol, dans les mêmes conditions. Par ailleurs, j'ai la température enregistrée par la station météo qui me donne ce qu'on peut appeler une température météorologique à peu près 1,50 m du sol et qui, elle, donne des températures au petit matin plus élevées parce que l'air est plus chaud légèrement en hauteur. Voilà, avec ça, donc, je vais objectiver cet essai et je pourrai, à la fin de la saison, si je n'oublie pas, vous donner les résultats de tout ça. En tout cas, si je mange des bonnes salades, je vous le dirai. Alors du coup, ce thermomètre-là s'est éteint, il affichait 16 degrés. Donc comme vous pouvez le voir, il est à peu près enfoncé de ça. Et à cette profondeur-là, sur le sillon ouvert, enfin en dessous du sillon ouvert, on est à 16 degrés. Donc théoriquement, largement de quoi faire germer ces laitues. Voilà donc pour ce petit coucou et cette petite remarque sur comment il faut veiller à toujours avoir des témoins pour pouvoir affirmer quelque chose en matière d'agronomie. La deuxième règle, je ne vais pas pouvoir la filmer et ne pas l'appliquer, c'est la répétition. Donc en agronomie, un essai est toujours répété un certain nombre de fois. Alors soit le même essai est répété la même année 5, 6, 10 fois, soit il est répété pendant une dizaine d'années, on accumule des données et on fait un traitement statistique. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une petite différence
entre cette rangée et celle-là que ce résultat est statistiquement significatif. Vous le savez très bien, vous pouvez lancer une pièce de monnaie, on va dire 20 fois. En principe, il y a 10 fois pile et 10 fois face. Ça, c'est la théorie. Vous savez très bien qu'il n'est pas anormal du tout que vous ayez 13 fois pile et 7 fois face, ou l'inverse, ou n'importe lequel des chiffres. Et donc, ça s'appelle l'aléa du hasard, et un essai est évidemment soumis aux aléas du hasard. Donc celui-là peut pousser à 13, celui-là à 7, et pourtant, statistiquement, il n'y a pas de différence. C'est juste le hasard qui a fait que cette année c'était comme ça, et l'année prochaine, ce serait l'inverse. S'il n'y avait pas des traitements statistiques, on ne saurait pas. Heureusement, par la répétition et le traitement statistique, donc des outils mathématiques un peu chiants. Les statistiques sont une des branches des mathématiques parmi les plus chiantes et les plus difficiles et les plus casse-bonbons. Et donc, par les statistiques, on arrive à savoir si c'est représentatif ou non. Pour vous, contentez-vous de vous méfier de quelqu'un qui vous montre une rangée dans laquelle c'est merveilleux. Aucune signification, pas de témoin, pas de traitement statistique. Ça peut tout simplement être du pur hasard. Plus vous aurez de données, plus cela aura été répété, plus il y a des traitements avec notamment des mots qui reviennent, fiabilité à 95% par exemple. Pratiquement tous les essais, on vérifie si c'est fiable à 95% et on vous dira significatif ou non significatif. La réponse, elle est statistiquement significative ou elle est statistiquement non significative. Lorsque vous n'avez pas de tel traitement, soyez simplement suspicieux. Il y a tellement de conneries sur le net. On vit à l'ère des fake news, on vit à l'ère de la masturbation intellectuelle de chacun qui étale ses convictions. On vit à l'ère de l'émotion. On a une méfiance innée de la science, des statistiques. C'est casse-bonbon, mais au moins on sait si c'est vrai ce qu'on raconte ou pas. Allez, on va rester là. Je filme les gros points. Ah, il est tombé à 15. Je l'ai peut-être enfoncé un peu plus. Et puis, je vais terminer un ou deux sillons là pour semer encore au moins cette variété. Et puis, je vais voir comment je recouvre tout ça. Peut-être qu'en sortant, je ferai un petit tour dans le jardin pour vous montrer encore une ou deux autres choses qui ont bougé depuis la dernière vidéo. C'est vrai qu'avec ce beau temps, on est tenté de sortir. On a fini de tailler les framboisiers, ceux que j'appelle du haut, parce qu'ils sont ici vers le haut de la pièce. Il me reste à faire ceux qui sont en bas, plein d'autres choses. Mais bon, je ne sais pas encore. À ce stade-là, le café n'a pas encore assez agi, donc je ne sais pas si je vais filmer autre chose. Voilà, alors les spécialistes parmi vous auront remarqué que c'est un travail de sagouin, évidemment. Donc, travail de sagouin pour la simple raison que j'ai oublié le harnais en haut dans le garage, et comme je suis paresseux, ça vous le savez, j'ai eu la flemme de remonter et j'ai essayé de tenir l'appareil comme je pouvais. Travail de cochon, mais je ne sais pas pourquoi ça marche. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'enlève le foin pour libérer le sillon. Je gratouille un tout petit peu pour faire ce qui s'appelle un lit de semences, ce qu'on appelle dans les beaux bouquins de jardinage comme il faut.
un lit de semences. Je vous montrerai ça, mais il fait extrêmement sec ici au milieu de la serre, parce que cet hiver, évidemment, mon système d'irrigation était gelé. Et donc, sur le bord, l'eau a coulé le long, et puis c'est infiltré sous-sol, mais ici au milieu. Donc, évidemment, je suis dans de la terre relativement sèche, voire très sèche. C'est un des inconvénients. Donc là, on artificialise davantage le milieu, on concentre la chaleur, on la garde, et donc une serre est un système un peu trop chaud. Vous voyez que je rentre en transpiration, mais ça c'est aussi le cœur. Et puis, manque de flotte, puisque par définition, il n'y pleut pas, ce qui veut dire qu'il faut irriguer. Alors je vais arroser un tout petit peu les semis, et donc très prochainement, je réinstallerai le goutte à goutte que j'ai enlevé pour mettre du foin. Ce que je n'ai pas fini là, parce que il y a ici un certain nombre de salades qui ont passé l'hiver et que je ne voulais pas recouvrir. Il y en a aussi là-bas derrière. Je vous les incrusterai. Donc je continue, je gratouille. Le plus gros travail du sol que je fais, c'est ça. Ici devant, près de la porte, le vent a dû rabattre un peu la pluie, là c'est humide. Voilà. Bon. Pas mal comme travail du sol. On va dire que c'est suffisant. Largement suffisant. Quelques cailloux. Parce que mon sol est relativement caillouteux à ce niveau-là. Il n'est pas très profond. D'ailleurs, prochainement, je vais faire des analyses de sol. Je filmerai ça. Prélèvement des échantillons et tout. Et comme ça, vous verrez. Bon, avec là, je devais vraiment distraire. Maintenant, où est-ce que j'ai foutu les semences? Ah ben, c'était retourné ici. Donc, cette fameuse gotte jaune d'or que je ne connaissais pas jusque-là, de l'un des obtenteurs conventionnels, ce n'est pas une semence bio, un des obtenteurs français classiques, renommés. Villemorin, c'était une célèbre famille d'agronomes, je ne sais pas si c'est au 18e ou au 19e plutôt je pense, qui ont sélectionné énormément de variétés légumières, florales aussi, françaises. Reste ici des racines, des pieds de tomates qui étaient là l'an dernier, mais ça ne me gêne absolument pas. Je les enlève un peu connement comme ça par habitude. Ce sont donc des matières organiques que mes organismes vont décomposer pour nourrir mes salades si elles poussent et si elles ne se font pas ratiboiser par les grands froids. Alors, soyons clairs, comme sur l'autre vidéo, je précise bien que je ne vous incite absolument pas à m'imiter. Là, je fais des essais. Si ça se trouve, donc vous avez vu le boulot que ça a été là. J'ai fait ça 4 fois, 3 fois hier, 1 fois aujourd'hui. Peu de boulot, des graines, je n'ai plus le prix du sachet en tête, mais 1,50 €, 2 €. Qu'est-ce que je risque? Et donc j'en utilise une petite partie du sachet. Il y a peut-être l'équivalent d'un sachet dans ces 4 rangées. Donc qu'est-ce que je risque? Que ça ne marche pas? Bah oui. Et alors j'aurai des sillons tout prêts pour semer autre chose là-dedans et pas perdu grand-chose, même si du fait de ma faiblesse cardiaque, j'ai transpiré un tout petit peu. Voilà. Donc je sème là-dedans comme un sagouin, ne vous posez pas de questions. Je vous le répète, les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. C'est l'homme qui s'est mis tout un fatras dans la tête pour se donner le beau rôle, pour dire « moi j'ai fait, je suis génial, regarde comme elles sont belles mes salades ». Évidemment, il ne peut pas admettre que ces salades auraient poussé s'il n'avait rien fait. Mais ça, c'est la faiblesse de l'homme, ce n'est pas le problème des salades. Donc voilà,
remélange, hein, puisque là les graines sont en surface. Donc, avec le même engin, je touille. La terre et les graines sont mélangées. Alors, il y a bien quelques graines qui se trouvent sur le dessus. Ça, c'est tout à fait possible. Surtout pas de foin, hein, je le rappelle, puisque c'est le foin qui empêche la germination des graines, dont les graines de mauvaises herbes. Donc, je dégage tout ce foin de façon à ce que la lumière tombe jusqu'au fond du sillon. Allez, on va gratter un peu. Voilà, comme ça, j'emmène un peu de terre avec quelques semences jusqu'ici au bout. Et voilà. Alors, si les gelées ne s'en mêlent pas, je peux vous garantir que je vais bouffer de la salade. Je ne vais rien faire d'autre, enfin arroser donc. Et puis là, pour me prémunir contre les gelées, je vais installer le filet après avoir installé les sondes. Ah, et puis pendant que j'y suis, je vais mettre quelques radis. Alors, je ne me suis pas beaucoup préoccupé à savoir si les radis aiment les laitues ou les laitues aiment les radis. Il n'y a qu'à se démerder. Moi, je les sème ensemble parce que j'ai envie, si jamais les conditions restent clémentes, d'avoir très vite des radis. Hein. C'est une des premières verdures, donc ceux-là, ce n'est pas des radis de 18 jours. C'est quoi déjà comme variété? Gaudry 2. Alors là, ils disent variété de radis rond très précoce, recommandée pour les cultures d'hiver et de début de printemps. Voilà donc pourquoi j'ai chopé ce sachet-là. Oui, parce que je lis quand même hein, dans les magasins. Après, j'oublie parce que je ne prends pas de notes. Mais je vérifie quand même. Il y a des différences variétales extrêmement importantes. Donc voilà, je mets quelques petits radis comme ça là dans le sillon. Pas trop parce que je ne veux pas qu'ils m'étouffent les salades qui sont en dessous, hein, les laitues. Donc j'en mets quelques-uns. Si la moitié, le quart de ces graines poussent, ça me fera déjà une belle pagaille. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Ce qu'il faut, c'est en mettre souvent. C'est-à-dire que dès que je ferai un semis dans 8 jours, 15 jours, j'en refasse de nouveau parce que ces radis vont assez vite, donc une fois qu'ils ont atteint la bonne taille, être mangeables. Et puis après, ils vont durcir, devenir un peu creux et un peu coriaces. Il y a un peu de foin qui s'est mis, que je vais enlever parce que ça fait une ombre et ça risque de bloquer la germination. Et là en dessous, et je vais terminer mon semis. Voilà. Très franchement, quand je vois ce que j'obtiens avec mes méthodes de brigand, je me demande bien pourquoi les gens se fatiguent à lire des guides à la con pour qu'ils leur font faire des contorsions. C'était troisième répétition. Les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser, y compris, bien entendu, les légumes qui sont des plantes comme les autres, un peu sélectionnées, un peu artificialisées, certes, mais pas grand-chose de spécial. Ce sont des graines qui vont développer des racines, qui vont faire des feuilles, qui vont remplir les organes de réserve. Rien que du très banal dans le monde du vivant. Pourquoi voudriez-vous que ça ne marche pas? C'est ce qu'il faudrait que les auteurs de quelques guides masturbatoires, hein, j'appelle masturbatoire quand on fait toute une histoire sur des choses très très simples, je l'appelle des fois plus proprement sodomisation de drosophiles. Sodomiser, vous savez ce que ça veut dire. Les drosophiles, vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les mouches du vinaigre. Alors on va parler plus proprement de sodomisation de drosophiles. Voilà. Donc je reprends un tout petit peu, mais comme les graines n'ont pas encore germé, ça évidemment il ne faut plus le faire une fois que les graines ont germé, ont commencé à s'enraciner. Là, j'ai mis hier soir, donc ça n'a pas eu le temps de germer. Ce sont tout juste imbibés. Au passage, notez ici par exemple, il y a un endroit où le sol est extrêmement dur. J'ai dû piétiner
quand j'ai récolté les tomates. Et vous notez que, bon ben là, pour vous montrer que c'est dur, je tapote, mais sinon, je ne ferai rien du tout. Les plantes poussent dans des sols compacts. S'il y en a qui doutent, bientôt ça va être l'étalage des plants dans les jardineries. Vous allez dans une jardinerie, vous regardez ces belles mottes pressées, celles qui ne sont pas dans un petit pot en plastique. Sachez que sur ces mottes, donc on a pris du terreau qu'on a pressé avec une presse et on a mis une graine et cette graine a germé et vous verrez que les racines sortent de tous les côtés de ces cubes. Pourquoi voudriez-vous que dans votre jardin où le sol est beaucoup moins pressé que dans ces mottes, ça ne pousse pas? Réfléchissez. Si vous trouvez une réponse, moi j'en ai une. Allez, je vais vous la donner puisque je suis sympa. Tout simplement qu'on vous prend pour des cons. D'un côté, on vend des motoculteurs, des guides, des machins. Et puis d'un autre côté, bien sûr, on vend des mottes en terre pressée parce que ça coûte moins cher que le godet qui coûterait peut-être 1 ou 2 centimes d'euros. Et ça, les compagnies ou les horticulteurs préfèrent se les mettre dans la poche. Voilà, j'ai dévié, je vais arroser. Voilà, donc un des inconvénients des cultures sous abri, c'est celui-là. C'est qu'il va falloir arroser. Et donc là, pour l'instant, il s'agit surtout de mouiller, on va dire peut-être 1 ou 2 centimètres de terre et les graines pour qu'elles passent de l'état de vie ralenti à l'état de vie active. Mais ensuite, les laitues sont très sensibles à la sécheresse. C'est un des facteurs de montée en graines des laitues. Souvent, les gens cherchent qu'est-ce qui se passe au mois de juin, juillet, pourquoi mes laitues montent en graines. C'est tout simplement température élevée et éventuellement stress hydrique dans le sol, manque d'eau. La laitue décrète qu'elle va sauver non pas sa peau à elle, mais la peau de l'espèce. Et elle décrète qu'elle va vite fleurir et vite faire des graines avant de disparaître. Donc ça, c'est une réaction tout à fait classique chez la laitue, qui est donc une des plantes pour lesquelles, dans des conditions difficiles comme une serre ou comme un châssis, il faut apporter de l'eau régulièrement. Les radis aussi d'ailleurs, qui deviennent piquants quand il fait trop sec, trop chaud. Donc il y a des légumes qui, malgré une couverture de foin, nécessitent, s'il ne pleut pas bien sûr, qui nécessitent des petits arrosages. Ici sous serre, c'est même pas discutable. Alors je reviens ici dans la caméra. J'ai oublié de le dire, mais cette eau provient donc des cuves qui sont tout en haut près de la maison, avec un grand tuyau noir qui descend et qui est au soleil. Donc cette eau, elle est tiédasse, pas chaude, je ne veux pas ébouillanter mes salades, mais bien sûr, il ne faut pas, il faut éviter, disons, de leur faire une douche froide. Si j'apportais 1 ou 2 litres d'eau froide là par mètre, ça refroidirait la terre de quelques degrés, peut-être 2, 3. Il vaut mieux arroser le matin, puisque l'évaporation nocturne contribue à rafraîchir. Quand vous touchez un linge qui est humide, suspendu même au soleil, vous vous rendez compte que ce linge est frais. Et ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que l'évaporation de l'eau produit du froid. C'est le principe même du frigo. Ce n'est pas de l'eau qu'il y a dans un frigo, ce sont d'autres gaz. Mais le principe est rigoureusement le même. Une évaporation produit du froid, une condensation produit du chaud. Donc plutôt arroser le matin que le soir, où l'effet de ce refroidissement peut se rajouter au gel, au gelé, et donc au lieu, par exemple, que la température aura du sol reste à -2, ce que la laitue arrivera à supporter, elle sera à -5, et là peut-être qu'elle aimerait moins. Bon, alors ces sondes sont livrées avec des petits socles qui permettent de les clipser dans différentes positions. Donc je me suis pris ces petites chutes de bois pour les attacher pour pas qu'elles se renversent. Donc j'en mets une ici
Et puis là, j'ai une autre chute de bois avec un de ces socles. Et celui-là, je vais le mettre là-bas. Et je crois que je vais mettre le voile ici. Comme ça, la 1 sera sous le voile. La 2 sera à l'air libre sous la serre. Et la 3 sera à l'air libre dehors. Et dernière opération, donc, ce voile P17. Hop, comment est-ce qu'ils l'ont plié à l'usine? Non, ben, il n'est pas large, mais il est long. Bon, je vais être obligé de le couper pour mettre deux bandes. Bon ben voilà, donc affaire classée, j'ai coupé le voile à peu près à la longueur de la serre parce que je ne pourrais pas le raccommoder et j'ai replié une partie pour dégager donc la sonde numéro 2 et le début de mes sillons pour la partie dite témoin. Je ne doute pas beaucoup que le voile ait des effets bénéfiques. C'est tout à fait documenté, mais je veux savoir combien. Et je veux surtout savoir si, par chance, entre guillemets, on a une période critique, genre un petit coup de tabac à -10. Des fois, les dégâts du gel, ça se joue à 1 ou 2 ou 3 degrés. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il y aura une différence significative, donc à la fois en termes de résistance au gelé et en termes de précocité, donc où est-ce que je mangerai les premières salades? Je n'en doute pas que ce soit ici, mais avec combien d'avance? Donc voilà quelques données qu'il me plairait d'objectiver. Allez, ça suffit là-dedans, je suis en nage. Je vais sortir, mais je vais essayer de ne pas attraper un coup de froid, ne pas claquer ma culasse avec une trop grosse différence de température. Si jamais c'est la fin, je ne sais pas encore si j'ai quelque chose de spectaculaire à vous montrer. Si jamais c'est la fin, ciao et à une prochaine. Bon, comme on a pris l'habitude de faire des post-vidéo, comme quelqu'un l'a mis dans le commentaire de la vidéo précédente, j'avais dit post-scriptum, évidemment, scriptum écrire, vidéum regarder, voir. Donc, post-vidéum, vu que le beau temps continue et que en regardant mes rushs hier soir, j'ai vu qu'à un moment donné, j'avais complètement oublié que je n'ai pas assez de recul dans ce tunnel, que j'avais mis la caméra par là-bas et que je n'arrête pas d'entrer, de sortir dans le champ de l'image et que vous n'avez pas bien vu le bout de ces sillons. Donc là, vous voyez le dispositif tel qu'il est en place. J'ai finalement élargi la partie couverte, je n'ai pas fait moitié-moitié. On est d'accord que ce voile a des effets bénéfiques, il est largement utilisé par les professionnels, etc. Donc, inutile de faire un essai strictement moitié-moitié. Tel que j'ai mis en place là le dispositif, ça me permet de voir sur le dernier mètre qui n'est pas couvert et sur la sonde numéro 2, donc qui n'est pas sous le voile, contrairement à la sonde numéro 1 qui fait la bosse là-bas, les différences qui permettront peut-être d'objectiver l'effet de tout ça. Ce thermomètre-là, je peux le déplacer, le piquer ici, le piquer sous le voile pour avoir des indications sur l'évolution des températures du sol. Premier résultat de mes sondes, donc ce matin au café, j'ai relevé les mini. Alors je vais chaque fois vous donner la 1 sous voile, la 2 dans la serre mais hors voile et la 3 qui est à l'extérieur. Donc ce matin, les mini enregistrés, c'était -2 sous le voile, -2,5 en dehors du voile et -3,5 à l'extérieur. Donc vous voyez que le voile, en termes de minimum,
n'apporte pas une énorme différence. En clair, si je me prends un coup de -10 ou de -15 qui me dégommera les jeunes plants de l'étui ici, il y a de fortes chances que ça y passe aussi sous le voile. Par contre, donc, relevé à 11h30, on voit très nettement au niveau des de l'évolution des températures, la une 30,6 degrés, celle-ci 22 degrés, 22,1, et à l'extérieur 15 degrés. Donc là, on voit que la serre apporte immédiatement un plus dès que le soleil se lève et que le voile de forçage, on va dire, double la mise. Hein. On passe de 22 à 30, c'est quand même 8 degrés de gagné à 11h30. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le terme forçage. Hein. Forçage, c'est accélérer la croissance, ce n'est pas un voile de protection contre des gelées sévères. Je vous donne les chiffres à 14 heures, je les incrusterai. 37 quasiment, hein, 36,9, 31,5 et 25,1. Il y a un quart d'heure, donc 15 heures, 38 degrés 1 à l'intérieur, enfin sous le voile, 31,9 ici à la sonde 2 et 26 à l'extérieur. Donc ces chiffres confirment tout à fait cette idée de voile de forçage accélérateur. Il fait plus chaud, donc j'espère que la germination sera avancée par cette accumulation de chaleur. Ensuite, la croissance devrait être nettement plus rapide et la précocité au moment de la récolte. Je ne suis pas certain que ce soit une vraie protection contre ce que j'appelle un coup de grisou, donc un coup de gelée sévère auquel je suis particulièrement exposé ici, hein, 340 mètres d'altitude, climat continental, l'Alsace, à -15 n'est pas du tout à exclure courant février. Température du sol, hier elle était de 15, là elle est de 14, donc elle est à peu près stable. Maintenant on a une température d'équilibre, la température monte le jour, le sol perd de la chaleur la nuit et ça semble se stabiliser autour de 14 le jour. Donc théoriquement on est au-delà des températures qui permettent la germination. Ce matin, j'ai installé, j'étais curieux, je voulais essayer ces tuyaux microporeux pour voir si avec mes citernes, donc sans pompage, hein, de façon passive, avec simplement la pente, la pression serait suffisante pour les faire dégouliner et ça dégouline pas mal du tout. Donc je me demande si je ne vais pas installer sous le foin, enfin, avant de rajouter du foin, tout un réseau de ces conduites, à peu près tous les 50 cm, de façon à pouvoir arroser et maintenir l'humidité, l'eau hein, dans le sol. Je rappelle que dans un système vivant comme le potager du paresseux, l'eau sert d'abord aux organismes du sol, ceux-là même qui décomposent les matières organiques et à partir de là nourrissent les légumes avant même de servir aux légumes. C'est donc quelque chose de tout à fait essentiel qu'en extérieur, normalement, sauf 2018, sauf 2015, chez nous, en Alsace, c'est approvisionné par le ciel et avec la couverture, on garde suffisamment de stock pour passer la saison, sauf quand le climat ne joue pas le jeu. Voilà, donc a priori, essai réussi pour ce machin. Est-ce que c'est durable? J'en sais fichtrement rien. Affaire à suivre. Alors, puisque la caméra est sortie et que tout mon équipement est prêt, je vais quand même vous montrer donc la préparation de ces fameux framboisiers du haut, dont certaines cannes sont déjà en train de bourgeonner. Hein. Donc,
Et donc là, hier, ma fille et son compagnon m'ont donné un coup de main et ont fini de tailler les 2 dernières rangées et compléter le paillage. Donc pour ceux qui découvrent, je rappelle qu'il s'agit de framboisiers remontants et que remontant n'est pas à confondre avec grimpant. En horticulture, on appelle remontant une plante qui, après une première phase de récolte, en fait une autre et une autre et une autre. Donc ça, ce sont des variétés remontantes qui fleurissent, produisent en plusieurs vagues, des fois plus ou moins en continu. Les vagues se chevauchent de telle façon à ce qu'on ne se rend même pas compte que ce sont différentes vagues. Ce qui n'est pas à confondre avec grimpant. Grimpant, un rosier grimpant, un fraisier grimpant sont des plantes qui grimpent le long d'un support. Ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une plante grimpante, il suffit de se pencher sur le liseron et on comprend très vite. Alors, donc il existe 2 types de variétés de framboisiers, de fraisiers aussi d'ailleurs, les remontants et les non remontants. Je privilégie personnellement tout ce qui est remontant dans l'idée d'étaler la période de production et si possible, quand il n'y a pas de canicule, de sécheresse, de produire pratiquement en continu à partir des premières framboises en juin jusque souvent en octobre. Alors cette caractéristique influence un tout petit peu la taille. Une variété remontante va donc produire dans un premier temps sur ces cannes-là qui ont poussé l'an dernier. Celles qui étaient plus vieilles se sont desséchées et ont été taillées. Là, j'en trouve encore un bout, on les reconnaît facilement, c'est cassant, c'est du bois mort. Celles-là sont flexibles dans une certaine mesure. Donc ça c'était déjà là au printemps dernier. Ça a poussé durant l'été qui vient de s'écouler. Alors la première production, mes articulations, la première production va se faire cette année sur les cannes de l'an dernier, celles qui sont en train de bourgeonner et qui vont donc faire des feuilles, et puis des fleurs, et puis des fruits. Et puis parallèlement, assez rapidement, vont sortir des rejets qui vont eux aussi fleurir, mais un peu plus tard, puisqu'ils arrivent plus tard, et produire en milieu, fin d'été et au début de l'automne. Et donc, le compagnon de ma fille était très, très inquiet, sachant qu'il travaillait dans le potager du paresseux, dont on fait des vidéos, dont on fait des livres, etc. Donc, il avait à cœur de bien faire. Et je l'ai un tout petit peu rassuré en lui disant que, grosso modo, quelques conneries qu'il puisse faire, ça produira quand même. C'est juste une question d'arbitrer entre les premières productions et la seconde vague de production. Si je taille très sévère, c'est-à-dire je laisse très peu de ces cannes-là, par exemple, j'en enlève encore la moitié. Chaque pied va avoir très peu de cannes à nourrir, donc la première production sera limitée par le nombre de cannes. Il n'y aura pas 36 000 bouquets floraux, il n'y aura pas 36 000 framboises à remplir, et donc il pourra consacrer davantage d'énergie aux nouvelles repousses, et donc la deuxième vague sera plus importante. Si à l'inverse, j'en laisse beaucoup trop, à ce moment-là, ces premières cannes qui vont produire là, je pense courant juin, fin juin, produiraient beaucoup, prendrait beaucoup d'éléments nutritifs, donc beaucoup de l'énergie produite par ces framboisiers, et du coup, la régulation ferait que les repousses seraient moins importantes et en tout cas moins vigoureuses et produiraient moins. Donc c'est juste un arbitrage. Ce que je ne récolte pas au début, je l'aurai à la fin. Ce que j'aurai à la fin, je ne l'aurai pas au début.
Et donc, en gros, vous taillez comme vous voulez, ça produira un peu plus au printemps ou un peu moins au printemps, un peu plus à l'automne ou un peu moins à l'automne, sur les variétés remontantes. Sur les variétés non remontantes, il faut garder une densité de canne suffisante parce que ce serait la seule production que vous aurez cette année. Donc, alors on dit en gros que sur 1 mètre linéaire, il faut qu'il y ait, alors toujours il faut, hein. Notez que tous les guides de jardinage, c'est il faut. C'est la dictature, hein. Bam, il faut. Et beaucoup de gens comprennent ça comme s'ils ne font pas ça, ça ne marchera pas. Ça, oubliez-le. Il faut, c'est des dictateurs qui essayent de vous imposer leur façon de jardiner. Le vivant, heureusement, est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, corrigera vos conneries, mais pas celle des auteurs qui écrivent des bouquins à la con. Celle-là, elle reste. Hein. Donc voilà, il est souhaitable qu'il y ait 6, 8 à 10 maximum cannes par mètre linéaire. Ça correspond à une bonne densité pour les variétés remontantes, hein, toujours. Voilà. Alors, chose incongrue que je vais vous montrer, je vais découvrir un peu, saccager le travail de Léonard, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, et vous trouvez ici des feuilles mortes. Hein. Donc cette année, épaule, trop pris par mes conférences et tout ça, je n'ai pas encore fait de BRF, j'en ferai sans doute un peu, mais ce sera pour les fraisiers. Et donc j'ai essayé de mettre en place une couverture composite faite de 2 choses. Des feuilles mortes, dont je rappelle que c'est plutôt un matériau pauvre, puisque ces feuilles ont été vidées de leur substance utile à l'automne, que l'arbre a gardé dans son bois vivant, donc dans l'aubier, et il a balancé ces feuilles vides, donc remplies, qui ont un peu pris une couleur marron, parce qu'il a mis un peu de tanins, etc. là-dedans, les tanins étant le déchet de sa lutte contre l'oxydation. Donc il y a un peu de tanin là-dedans, en l'occurrence ce sont les feuilles du noyer du voisin. On vous dira sur tous les sites, etc., ne pas utiliser de feuilles de noyer. Moi je vois que l'herbe pousse sous son noyer que je connais depuis 20 ans, mais c'est un noyer qui a 40 ans à vue d'œil comme ça, et il y a toujours de l'herbe dessous, donc j'en ai déduit que je crois moi ce que je vois, et non pas ce que quelqu'un s'autorise à écrire dans un site, et surtout pas dans un site comme ça où on balance des contre-vérités. Donc j'ai mis ces feuilles là-dessus, matériaux pauvres, donc une bonne couche, et pour pas que ça s'envole et pour quand même nourrir mes framboisiers, parce que ce n'est pas avec ça qu'ils vont bien se nourrir, j'ai mis, Léonard a mis sur mes conseils un peu de foin, donc dont la décomposition va donner des éléments nutritifs à ces framboisiers qui sont quand même un tout petit peu gourmands. S'il faut produire beaucoup de framboises, il faut quand même avoir quelques éléments nutritifs à se mettre sur la dent. Là encore, ne faites pas nécessairement ce que je fais. Des fois, je fais le zigoumard. Attendez de voir les framboises ou les framboisiers cet été. Si vous voyez que ça marche bien et tout ça, vous vous dites finalement peut-être après tout il n'avait pas tort, les feuilles de noyer ça marche. Et si jamais vous voyez que mes framboisiers étaient parfaitement chétifs et parfaitement minables, vous dites le mec il est un peu taré, il est carrément complètement con, et vous ne faites surtout pas comme moi. Alors je ne sais toujours pas si c'est la fin, parce que je vais encore me balader et peut-être que je verrai d'autres choses. Si c'est la fin, allez, cette fois-ci, ciao. Mon Dieu qu'il est bavard, vont encore dire certains. Alors je continue, puisqu'il continue de faire beau. Dans les urgences au printemps, enfin moi je le fais au printemps, certains cultivent certaines variétés d'ail à l'automne. Pour ma part, l'hiver étant normalement très froid, très humide,
je me contente de cultiver l'ail au printemps. Alors quand même 2-3 remarques sur, d'une façon générale, les aliacées, oignons, ail, poireaux, etc. Ce sont des plantes dont les ancêtres sont des bulbeuses, ce ne sont pas des semences. Ce que vous plantez là, ce sont des petits bulbes, c'est-à-dire un organisme en vie ralentie qui a déjà accumulé beaucoup de substances nutritives, donc beaucoup de biomasse l'année passée, et qu'on va replanter. Ces bulbeuses, dans leur cycle naturel, par exemple l'ail sauvage en forêt ou dans des prairies, comme les bulbeuses florales, pour les fleurs, les tulipes, les crocus, etc., ont 2 caractéristiques dont il faut profiter au potager. Première caractéristique, ces bulbeuses sont très résistantes au froid. Vous ne posez jamais la question, est-ce que vos tulipes, est-ce que vos narcisses, est-ce que les crocus vont passer l'hiver, qu'il fasse -10, -15, -20, vous savez qu'ils passent l'hiver et que, immanquablement, parfois à travers la neige pour les crocus, ils vont émerger au printemps qui suit. Deuxième caractéristique, donc ça c'est assez connu. Deuxième caractéristique qui est peut-être un peu moins bien perçue chez les jardiniers amateurs, c'est que ces bulbeuses sont assez sensibles à la longueur du jour, même s'il existe des variétés sélectionnées à qui on a fait passer cette mauvaise habitude. Mais en gros, partez du principe qu'elles vont essayer de boucler leur cycle tant que les jours s'allongent. Et une fois que les jours commencent à se raccourcir fin juin, elles vont entrer en fin de croissance, les feuilles vont jaunir, les réserves se transférer dans le bulbe pour l'année suivante. Donc pour la plupart de ces variétés, en fait, fin juin, début juillet, sonne la fin de leur période, on va dire, de croissance, d'accumulation, de photosynthèse, etc. C'est tout simplement un héritage lié au fait que les narcisses, dans une prairie tout à fait naturelle, sans aucun traficotage de l'homme, se sont adaptés au rythme de la prairie. Elles se sont dit, proms, on va être les premières, on va étaler nos feuilles, alors que les graminées, ce qu'on appelle les herbes, végètent encore. On va déjà faire nos fleurs, comme ça on va attirer les premières abeilles, etc. Et on va vite remplir nos bulbes. Les narcisses, dans un gazon ou dans une prairie naturelle, vous les verrez très vite dégénérer au moment où l'herbe de la prairie, à son tour, va commencer à se développer. Donc c'est un héritage, on va dire génétique, de ses ancêtres. Et par conséquent, une des premières choses que vous devez faire au potager, si vous n'avez pas déjà planté à l'automne, notamment dans les régions clémentes, notamment dans les régions où les sols n'accumulent pas l'eau, il n'y a pas d'eau qui stagne parce que là, ils n'aiment pas trop végéter dans l'eau. Pour ceux qui font des buts, là, c'est une bonne raison de faire des buts, mais beaucoup trop de travail pour moi. Planter donc ces bulbeuses très tôt, là on est mi-février, donc c'est parfait. Si dans 8 jours il fait froid, elles vont rester là-dessous. Je vous montrerai des oignons rocambole là-haut qui ont déjà germé, qui sont déjà sortis et qui se sont pris le -5, -6 qu'on a eu là il y a une dizaine de jours sans aucun dégât. Les poireaux qui sont là, qui sont un repiquage de la fin d'été dernier, se sont pris ces gelées relativement fortes sans aucun dégât. Donc première chose, au printemps, les bulbes et en particulier donc ail, oignons, échalotes, de façon à ce que
ils aient le cycle le plus long possible, sachant qu'il y a une deadline, une espèce de butée, lorsque les jours vont commencer à raccourcir. Donc si vous tardez trop, la période potentielle de croissance est trop courte. Plus vous commencez tôt, et plus vous aurez une période de végétation longue. Et donc, moi, je les plante ici. Alors, c'est là que j'ai installé mes nouvelles variétés de fraisiers. Donc, ces fraisiers ne vont pas devenir très, très énormes la première année, bien que je compte sur eux pour une bonne production. Et vu que, selon le titre d'un certain bouquin s'intéressant aux associations, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, très franchement, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est que le fraisier est plutôt étalant et que l'ail ou l'oignon ou l'échalote est plutôt érigé, ne fait pas d'ombre. Donc, je pense que cette cohabitation va bien marcher. Et donc, entre les rangées, là-bas, entre deux rangées de fraisiers, j'ai mis ces poireaux qui vont produire pas grand-chose. Ils étaient rachitiques l'été dernier, ils vont se retaper, mais ils vont très vite monter en graines. Donc ça va me filer sous le nez. Mais ici, et puis j'ai encore des fraisiers là-bas, je vais donc sur le rang du milieu, entre deux rangées de fraisiers qui sont là, je vais mettre cette ail. Ah ben si, rapidement, vite, parce que le soleil décline et ça va être à l'ombre dans un instant. Donc ce châssis a passé l'hiver tel qu'il est là, hein, sans vitre, sans couverture, sans foin, sans rien. Et là, on peut observer quelque chose de tout à fait intéressant sur ce sont là des scaroles, hein, semi-spontanées de l'an dernier, qui ont poussé à l'automne et qui ont passé l'hiver. Et j'explique souvent dans mes documents, je parle souvent de fin d'azote. Hein. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Durant l'hiver, les pluies ont un peu lessivé le sol, rien pour protéger ce sol, rien pour retenir les éléments nutritifs. Comme vous pouvez le voir ici, pas de mouron, pas de... Enfin, il y en a une là-bas, mais pas beaucoup, de Véronique de Perse. Et donc, l'azote a filé. Et donc là, vous voyez des petits pieds de scarole qui sont verts très pâles, tirant sur le jaune. Ceci est le signe d'un manque d'azote et aura pour conséquence le fait que ces légumes mal nourris en azote, hein, auront du mal à produire la chlorophylle, à produire leur ADN, leur ARN, leurs protéines, leurs enzymes, etc. et fonctionneront moins bien et seront donc beaucoup plus chétifs. Donc si j'étais un agriculteur conventionnel qui travaille avec un sol nu, vite, il faudrait que je mette une petite dose d'ammonitrate pour booster ces plantes, ce que évidemment je ne vais pas faire. Ces plantes-là vont rester chétives. De toute façon, ce châssis a de fortes chances que je l'utilise pour produire des plants courant mars, et à ce moment-là, la messe sera dite. Mais donc, notez bien, je vais vous faire un gros plan, notez bien cette couleur vert pâle tirant sur le jaune, signe de fin d'azote, tel qu'on peut l'observer aussi quand on cultive sous couvert de paille ou sous couvert de feuilles mortes pures. À ce moment-là, dans un premier temps, les micro-organismes qui vont se charger de la décomposition de ces matières organiques ne trouvent pas suffisamment d'azote dans le matériau et le piquent dans le sol, ce qui, pour les légumes, donne des symptômes tout à fait comparables de ce qu'on voit ici. Vite le gros plan, le soleil est en train de décliner. Alors, hier, je vous assénais un peu brutalement l'argument comme quoi les légumes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. Et donc aujourd'hui, je rajoute dans ce post-vidéum un peu d'épreuves. Donc notamment ces oignons balancés ici, tombés sans aucun ménagement,
et je vous insérerai donc les gros plants. C'est quand j'ai nettoyé, balancé, c'est tombé, il y en a là, il y en a là-bas, partout, 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 dans le gazon. Ici, dans ce qui est en fait un broyat d'ifs, Taxus de son nom latin, hein, donc quand le voisin a taillé ses ifs, j'ai voulu faire un essai, puisque donc partout on dit que les résineux acidifient, stérilisent le sol. Je suis persuadé que c'est vrai dans les forêts, mais en raison de mécanismes très compliqués liés à la croissance des arbres et à leur propre mécanisme, je n'en suis pas autant convaincu pour ce qui est de la décomposition de substances issues de ces ifs. Je n'arrive pas à comprendre par quel mécanisme dans le sol cela conduirait à une acidification. Donc j'ai fait un petit carré dans lequel j'ai versé une grande quantité de ces ifs broyés de ce côté-là. Ici à gauche, ce sont des aiguilles de pin, donc quelqu'un m'a donné un grand sac poubelle plein d'aiguilles de pin que j'ai mis là, et je suis en train d'observer sur le moyen terme, parce que il faudrait que je renouvelle, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de chercher un gros sac. En tout cas, le sol s'est très clairement aggradé. On était dans une prairie là, hein, et donc vous voyez que je peux fouiller sans aucun problème dans ce sol, d'un côté comme de l'autre, hein. Donc remarquable aggradation. Est-ce que le sol s'est acidifié? Je ferai des tests avec des bandelettes pH, mais ce n'est pas le propos, hein. Donc ici, dans ces conditions a priori difficiles, eh ben, ces échalotes, puisqu'ici devant moi il s'agit d'échalotes, plus loin c'est des poireaux, là-bas des oignons, enfin il y a un peu de tout, balancé là, et ça n'a qu'une envie de pousser. Alors celui-là, il n'a pas encore poussé, mais il est parfaitement net, hein. Il a passé l'hiver là en surface. Ces petites racines sont en train de se développer. Alors on va s'amuser, tiens, on va le planter ici. Et peut-être qu'un jour, je vous en donnerai des nouvelles. J'incrusterai tout au long de ce discours des images de plantes qui ont poussé tout à fait spontanément dans ce potager. Et donc quand je dis des plantes qui m'intéressent moi, c'est-à-dire des légumes, de la mâche. Bon, à cette saison, les premières à se lever, ce sont évidemment les aliacées, hein, ail, oignons, échalotes et compagnie, donc soit sous forme de bulbes qui ont passé l'hiver, soit sous forme de plants, petits plants, là, quand il s'agit des poireaux. Ça, c'est un semis qui a levé, que j'avais fait, mais que par absence de pluie, n'avait pas germé durant l'été dernier, s'est réveillé à l'automne et puis maintenant poursuit sa croissance. Et j'incrusterai aussi donc les petits oignons issus des graines tombées à partir des oignons semenciers que j'ai récoltés. Donc, bien sûr, j'exagère un tout petit peu, c'est pour marquer les esprits, hein, mais il y a quelque chose de vrai dans lorsque le sol est fertile, lorsque le système est respecté, les plantes, y compris les légumes, n'ont qu'une envie, pousser. Et donc, je le répète, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas comme bêtise pour que ça pousse bien, plutôt que de commencer par se foutre une rafale de questions à décourager le plus obstiné des jardiniers. Qu'est-ce que je dois faire, à quelle date, quel cycle la lune, quelle variété, quelle profondeur, quel écartement. Enfin bon, on peut faire tout un catalogue de trucs et vous commencez à vous plonger dans les guides. Alors l'un dit tous les 12 cm, l'autre tous les 15 cm. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? On met à 12 ou on met à 15? Mais vous vous en foutez, vous mettez à 12, vous mettez à 10, vous mettez à 25, ça poussera. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et je ne sais pas si c'est la fin de la vidéo, je ne sais plus où j'en suis. Hier, je suis tombé en panne de carte mémoire pleine, et donc ça m'a coupé en plein milieu du discours. Je complète aujourd'hui et je ne sais pas comment je vais monter ça. On va admettre que ce sera à la fin, et donc il est grand temps pour moi de vous saluer. J'espère que ceux qui aiment les vidéos longues auront trouvé ce qu'ils aiment, et que ceux qui détestent les vidéos longues
sont partis depuis longtemps. Ciao!